Merci de votre présence, mesdames et messieurs les élus. J'aurais envie de dire mesdames les élus. Voilà, je ne sais pas si cette journée internationale des droits des femmes ne mobilise que les femmes élues, mais je ne crois pas avoir de collègues hommes élus dans cette salle. Donc merci d'être présente. Merci Séverine Geste, vice-présidente en charge du sport, de m'avoir accompagnée dans l'organisation de cette journée, puisque vous l'avez compris, elle est destinée aux femmes et au sport. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, merci d'être présents et présentes. Peut-être, avant de vous lire ce préambule, en tout cas cette journée, je voudrais revenir à ce qui s'est passé en début de semaine, puisque lundi dernier, au congrès de Versailles, les deux chambres, députés et sénateurs réunis, ont permis la liberté et la garantie pour les femmes de pouvoir pratiquer des IVG. C'est une grande avancée. On peut se féliciter en tout cas que les deux chambres ont voté l'unanimité, effectivement, cette constitutionnalité. C'était un beau jour pour permettre effectivement d'inscrire l'IVG au sein de la Constitution. On aurait pu se dire que dans notre pays, effectivement, l'IVG existe depuis plusieurs années, que de nombreuses femmes se sont battues. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a mis en place Simone Veil, mais j'ai une pensée particulière pour elle aujourd'hui, parce que sans elle, rien n'aurait pu être possible. Et puis avec le combat des femmes, des féministes, mais aussi des hommes qui ont accompagné l'IVG à la fois dans le droit et aujourd'hui dans la constitutionnalité. C'est vrai qu'on peut se dire que peut-être qu'en France, il n'y avait pas de risque aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Il est bien de l'inscrire. Il sera compliqué de pouvoir retirer cette liberté aux femmes. C'est une belle avancée. On voit que dans des pays pas très loin, je pense à la Pologne, je pense à Malte, un peu plus loin aux États-Unis, où ce droit est mis à mal. Et je pense à toutes ces femmes qui, durant des années, ont mis leur vie en danger, sont mortes, bien évidemment, parce qu'elles n'avaient pas ce droit. Donc, je voulais avoir juste préambule ces petits mots qui, je pense, nous ont toutes et tous mobilisés. Mesdames, ce jour est vôtre. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la Journée internationale des droits des femmes avec un thème qui incarne à la fois la passion et la persévérance, le sport. Cette année revêt une signification particulière, car nous sommes à l'aube des Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu en France et les yeux du monde entier seront rivés sur nous. Un événement qui transcende les frontières, réunissant les athlètes du monde entier dans une démonstration extraordinaire de compétences, de fair-play et d'unité. C'est l'occasion idéale de reconnaître et de célébrer les femmes qui ont marqué l'histoire du sport, qui ont gravi des sommets et qui continuent d'inspirer la génération actuelle. Le sport, au-delà de l'arène compétitive, est un reflet de la société. C'est un terrain où les femmes ont dû surmonter des obstacles, briser des barrières et résister à des préjugés tenaces. Aujourd'hui, nous honorons ces femmes qui, par leur détermination, ont pavé la voie à celles qui les suivent. Celles qui ont démontré que le talent n'a pas de genre, que la persévérance n'est pas limitée par le sexe et que le sport est une scène où chaque voix féminine mérite d'être entendue. En des mots simples, sans reprendre la devise de la France, liberté, égalité, fraternité ou sororité en ce jour, mais de façon plus complète en rajoutant adelphité. Au sein de ce département de la Seine-Maritime, nous sommes fiers de souligner l'engagement continu en faveur de l'égalité femmes-hommes. Le département s'efforce constamment de créer un environnement inclusif où chaque individu peut prospérer. Des initiatives novatrices sont déployées pour encourager la participation des femmes dans divers domaines, y compris le sport. Un exemple inspirant est la Seine-Maritime, Team TEAM, une équipe composée d'athlètes masculins et féminins exceptionnels,
originaires de notre département, ce qui est une belle preuve d'égalité sportive. Ces femmes talentueuses composant cette équipe ne sont pas seulement des représentantes de l'excellence sportive, elles sont aussi des ambassadrices de notre département. Nous les soutenons activement dans leurs efforts visant à inspirer la prochaine génération, à briser les stéréotypes et à promouvoir des opportunités égales pour toutes et tous. Le département a également un rôle à jouer avec la jeunesse. Avec le dispositif Projet Jeunes 76, nous avons souhaité soutenir les initiatives citoyennes portées par les jeunes et notamment des projets en lien avec l'égalité entre les femmes et les hommes. Des idées, grâce au Projet Jeunes 76, il y en a eu, comme la création et la diffusion d'une pièce de théâtre sur ce sujet portée par le Centre social Ancrage au Tréport, ou bien le projet d'exposition itinérante sur la promotion et la défense des droits des femmes portée par la mission locale de Dieppe. La transmission de la valeur égalité entre les femmes et les hommes se fait dès le plus jeune âge, car c'est là tout l'enjeu, la mission d'émancipation individuelle et la réussite de chacun et de chacune. Nous pouvons le dire, au cours des siècles, les femmes se sont battues, et cela dans tous les domaines, y compris le sport. De la participation à ces Jeux mythiques à l'allumage de la vasque olympique, symbole de l'ouverture de cette compétition. La bataille pour intégrer les Jeux olympiques et paralympiques fut longue, mais la victoire, je dirais même les victoires, furent belles. Lors des derniers Jeux de 2021, plus de la moitié des médailles françaises furent remportées par des femmes. Alors, mesdames, ne vous sous-estimez jamais. Aujourd'hui, la société continue d'évoluer et nous devons transformer l'essai pour ne plus jamais régresser. C'est la responsabilité de notre génération, la responsabilité de toutes et tous, les décideurs, décideuses, employeurs, sportifs, sportives, citoyens, citoyennes. À nous de changer les choses au présent. À nous de donner une chance à l'avenir pour un futur qui se construira aux côtés des femmes du XXIe siècle, sans oublier le chemin parcouru de nos aînés. Permettez-moi de citer une athlète, Angélique Kerber, tenniswoman allemande, incarnant la puissance et la grâce sur le court, qui a déclaré un jour « Vous aurez certainement des échecs dans votre carrière, des moments difficiles, mais vous devez continuer de croire que vous pouvez y arriver. » Ces paroles résonnent en cette journée dédiée aux droits des femmes, rappelant que le succès exige un engagement inébranlable et une détermination sans faille. Ensemble, nous œuvrons pour bâtir un avenir où chaque jeune fille, où chaque femme de la Seine-Maritime peut rêver grand, croire en ses capacités et se sentir encouragée à poursuivre ses passions, que ce soit sur le terrain de jeu ou dans n'importe quel autre domaine de la vie. Ensemble, continuons à soutenir et à célébrer les femmes exceptionnelles et toutes les femmes qui contribuent à faire progresser l'égalité des sexes dans notre communauté et au-delà. Je vous remercie. Je vais laisser la parole peut-être à Delphine pour lancer cette journée qui sera dense, à la fois avec des figures sportives, dirigeantes, des parcours de vie, et puis des échanges avec la salle, parce que vous êtes là et vous avez aussi vos expériences à nous faire partager. Et puis cet après-midi, il y aura une pièce de théâtre, mais je reviendrai vers vous pour vous en parler. Bonne manifestation pour cette journée internationale des droits des femmes. Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction effectivement de cette journée tournée autour du sport et de l'égalité femmes-hommes. Les Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 sont les premiers de l'histoire olympique à être paritaires. Ils comprennent autant de femmes que d'hommes parmi les athlètes en compétition, mais aussi parmi les relayeuses et relayeurs de la flamme et parmi les salariés du comité d'organisation. Il candidate ainsi au label récemment créé par l'État Terrain d'égalité en vue de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et lutter contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le domaine du sport. On voit toute l'évolution depuis la position donnée par Pierre de Coubertin,
qui a été à l'initiative de la rénovation des Jeux olympiques de l'ère moderne et a fondé le CIO, et qu'il a présidé d'ailleurs entre 1896 et 1925. Les premiers Jeux olympiques de 1896 sont interdits aux femmes, comme l'avaient été d'ailleurs les Jeux olympiques de la Grèce antique, qui d'ailleurs ne pouvaient non plus y assister en tant que spectatrices. Je cite de 1912, « Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Une olympiade femelle ne pourrait être qu'inintéressante, inesthétique et incorrecte. » Un chemin long a été parcouru. Il nous en reste encore parce que parité ne veut pas dire égalité. Égalité, être traité au même plan, que ce soit dans l'accès au sport, à la pratique sportive, l'accès aux responsabilités, les conditions de traitement et d'exercice du sport, c'est dans l'ensemble de ces domaines que l'égalité doit encore être atteinte et les écarts sont encore existants. L'accès des femmes aux fédérations sportives nationales et aux compétitions sportives s'est fait progressivement. Ainsi, en 1928, la participation des femmes aux Jeux olympiques était à peu près de 10% et s'est progressivement étendue. Mais on a mis plus de 150 ans, finalement, à se réaliser complètement. Pas, à titre d'exemple, pas de femmes licenciées à la Fédération française de cyclisme jusqu'en 1948, pas de femmes cyclistes aux Jeux olympiques avant 1984. Pour le football, pas de femmes licenciées jusqu'en 1970 et pas de compétition de foot sportive féminine avant 1996 aux Jeux olympiques. C'est en 2012 et 2014, donc pour les Jeux olympiques d'été et les Jeux olympiques d'hiver, que toutes les disciplines, mais pas toutes les épreuves, sont autorisées tant aux femmes qu'aux hommes aux Jeux olympiques. Les inégalités réelles persistent néanmoins. Le CIO ne compte aujourd'hui qu'un tiers de femmes parmi ses membres actifs, 47 sur 147. Dans l'Union européenne, seuls 4 comités nationaux olympiques sont présidés par des femmes en 2023 sur 27. Les femmes n'occupent que 20% du total des postes de décision au sein des fédérations nationales de l'Union européenne dans les 10 sports les plus populaires. En France, même si les écarts se resserrent entre femmes et hommes dans la pratique sportive, aujourd'hui on est à 58% de femmes qui pratiquent une activité sportive au quotidien contre 62% d'hommes, les inégalités persistent dans la participation à des compétitions, puisqu'on est effectivement sur 26% de femmes contre 41% d'hommes. 38% des licences ont été délivrées à des femmes et sur l'ensemble des 91 fédérations délégataires, les femmes sont majoritaires dans seulement 10 d'entre elles. Et particulièrement, là pour le coup, au titre de la reproduction de quelques stéréotypes de genre, dans la danse, dans les sports de glace, l'équitation et la gymnastique. Sur les 119 présidents de fédérations sportives, seuls 19 sont des femmes. Sur les 1444 conseillers techniques sportifs, seul 1 sur 5 est une femme, et sur les 67 directeurs techniques nationaux, un quart sont des femmes. 10% des entraîneurs sont des entraîneuses. Voilà, à titre d'illustration, quelques chiffres qui nous montrent encore le chemin à parcourir. Pourquoi ce chemin et pourquoi ces différences? Finalement, la pratique sportive apparaît aujourd'hui encore comme confortant la division sexuée de la société, dans la gouvernance comme dans les conditions de traitement. Les inégalités persistent aussi en matière salariale. Rares sont encore les primes, les prize money, pour reprendre le terme anglais, qui restent encore très inégalitaires, notamment dans les sports collectifs. À titre d'exemple, pour s'excentrer un peu aux États-Unis, les joueuses de la NBA féminine touchent 115 fois moins que les hommes en termes de primes, 130 000 € contre 15 millions d'euros par an pour les hommes. Alors que la FIFA a augmenté de 300% les primes
Pour la Coupe du Monde de féminine en 2021, ça reste quand même à 3 fois moins que l'équivalent masculin. En 2023, aucune femme ne figure parmi les 100 athlètes les mieux rémunérés dans le monde. Le monde sportif reste organisé autour de perceptions genrées, basées sur les stéréotypes de genre, du fait de la relation notamment au corps qui est centrale. On parle encore de sport féminin et de sport masculin, des différences qui, comme l'a mentionné Nathalie Lecordier, s'inscrivent dès la petite enfance, avec des représentations qui sont encore ancrées et encore confortées, malheureusement, pas toujours voulues, hein, de manière volontaire, mais en tout cas encore parce qu'on reproduit soi-même ces stéréotypes de genre, par le milieu familial, par le milieu scolaire, par les pressions amicales. On observe une correspondance forte entre les sports masculins et les métiers dits masculins, où la mise en jeu du corps se joue sur la force, sur l'affrontement, sur la motricité, avec des valeurs autour de la masculinité et virilité qui restent encore prégnantes. Il nous faut aujourd'hui déconstruire ces représentations sociales, arrêter les procès de virilisation de certaines femmes sportives ou, à l'inverse, leur sexualisation sous forme de séduction de ces sportives qui doivent obligatoirement se maquiller, avoir les cheveux longs pour plus ou moins apparaître à la télévision. Comment lutter contre ces représentations? Former les dirigeants du monde sportif, cesser de penser les politiques publiques autour de la femme. Il n'existe pas une femme, mais des femmes. C'est bien la journée des droits des femmes. Ne pas reléguer le sport féminin derrière le sport masculin. Ainsi, la différence d'accès aux structures, au matériel, ne doit pas effectivement se faire toujours au détriment des équipes féminines. Rendre visibles des modèles, on en parlait, pour contrecarrer les représentations. D'où l'intérêt de la journée d'aujourd'hui, où effectivement, nous allons pouvoir voir un certain nombre d'ambassadrices historiques et actuelles nous évoquer leur parcours, leur combat. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci de poursuivre ce combat. Merci aux personnes qui vont participer aux tables rondes. Et merci aux collègues des équipes techniques du département qui ont notamment contribué à la réalisation des interviews que vous allez voir aujourd'hui, interviews de sportives et de certaines responsables. Et donc pour une vingtaine de minutes, un petit film avec un certain nombre d'interviews de personnes que vous pourrez retrouver tout à l'heure autour de la table ronde. Merci à vous. Allez, c'est parti. Je m'appelle Fiona Madden. J'étais cycliste dans une autre vie maintenant. J'étais coureur cycliste sur route et je représentais l'Irlande parce que je suis irlandaise. J'avais fait les championnats du monde, le Tour de Texas, le Tour de Norvège et puis je courais surtout dans une équipe en Bretagne à l'époque. Quand j'étais plus jeune, moi je faisais la natation et mon frère il faisait des courses de vélo et tous les week-ends, moi j'allais dans les mêmes piscines, faire les mêmes longueurs et mon frère il allait dans des villes différentes et il voyait plus de paysages que moi. Et c'était un sport que j'aimais beaucoup. Bon, toute ma famille ils ont fait du vélo aussi, donc c'était un peu dans les gènes. Oui, ça aurait été plus simple pour un garçon. D'ailleurs, le cyclisme, c'est dominé plus par les hommes que par les femmes. Moi, j'ai trouvé l'accès assez facile parce que mes parents, ils étaient dans le milieu de vélo, donc c'était intéressant pour eux de m'amener aussi sur les circuits de vélo.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Tous les sports sont ouverts aux filles et on encourage justement les filles de faire du sport. On voit avec surtout le foot et le rugby féminin qui maintenant passe à la télé. Il y a le Tour de France féminin qui passe à la télé aussi. Donc les gens, ils sont beaucoup plus ouvertes à regarder déjà et à s'intéresser au sport féminin. Je dirais surtout à toutes les femmes, si vous avez des rêves, n'hésitez pas, foncez, n'ayez pas peur parce qu'on a tous les doigts, hein, tout comme les hommes, mais surtout quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Je m'appelle Christelle Moll, j'ai 52 ans, j'ai fait du badminton il y a quelques années, j'ai été 17 fois championne de France, toutes catégories confondues, et j'ai participé à 5 championnats du monde, 6 championnats d'Europe et aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Parce que normalement je voulais faire du football dans les années 80 et pour des soucis de santé, malheureusement je ne pouvais pas faire de sport extérieur. Et le comité d'entreprise dans laquelle mon père travaillait proposait du badminton. Et comme je me débrouillais plutôt pas mal en plein air à l'époque, puisque je ne savais pas forcément que ça jouait en gymnase, on jouait devant la maison. Je me débrouillais pas trop mal avec la raquette et le volant. Il y avait une proposition à la rentrée de septembre pour faire des essais et voilà, j'ai testé et ça a matché tout de suite. Ça a été plutôt facile parce que c'était un petit club et on était pas mal de jeunes à peu près du même âge à démarrer en même temps. Et pour moi, ça a été facile parce que j'ai vite progressé et pour progresser, il me fallait des garçons. Et d'ailleurs, j'avais le plus gros match de la génération, justement parce que comme j'étais confrontée très régulièrement à des garçons, il fallait que je tape fort. Et voilà, c'est ce qui a fait ma particularité. J'ai pas eu de difficulté vraiment, parce que j'étais une femme, à pratiquer ce sport. J'aurais tendance à dire non. Le judo féminin performe énormément là en ce moment, donc ça veut dire que avant c'était plutôt des garçons qui gagnaient des médailles. Aujourd'hui, les filles, encore le Grand Slam du week-end dernier, il y a eu beaucoup de médailles féminines et je trouve que ça se démocratise beaucoup, comme beaucoup de métiers d'ailleurs. Le sport et les métiers qui étaient plutôt réservés au genre masculin avant, vraiment on a des gros progrès qu'on a vu apparaître ces dernières années. J'ai un message assez particulier puisqu'aujourd'hui on est au lendemain du vote dans la Constitution, de l'inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. C'est une chose très importante aujourd'hui et je trouve un peu dommage malgré tout qu'on soit obligé d'inscrire ça dans une Constitution pour pouvoir le garder et pour pouvoir faire bénéficier des femmes qui aujourd'hui n'auraient pas dans les années futures l'occasion de pouvoir choisir d'avorter ou de garder leur bébé. Je pense que ça doit rester. Il y a des choses malheureuses qui arrivent aujourd'hui et pour ces femmes à qui il arrive des choses assez terribles, pour moi elles ont le droit et ça reste un droit et un devoir de choisir ce qu'on veut faire de son corps. Je suis Séverine Geste,
je suis maire de Bourdinville, une petite commune rurale de 460 habitants. Je suis conseillère départementale du canton d'Yvetot et vice-présidente du département de Seine-Maritime en charge de la jeunesse et sport. Alors déjà, les journées droits des femmes, ça devrait être toute l'année les droits de la femme. Donc c'est un moment important, un petit peu symbolique. On peut dire réellement qu'ils ont évolué à partir du moment où on a obtenu le droit de vote. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de batailles à mener. Moi, j'ai un symbole en tête, c'est quand même Alice Mia au niveau des Jeux Olympiques, parce qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques aujourd'hui. Alice Mia qui, moi, représente vraiment une personne très engagée, une personne qui a fait évoluer les mentalités malgré un contexte de l'époque qui n'était pas simple. Puisqu'on peut dire que c'était absolument misogyne, il n'était pas possible pour les femmes de se lancer dans des activités sportives et elle a montré que c'était possible. En 1922, je crois, elle a engagé les femmes dans les Jeux Olympiques, à la fois dans l'aviron, l'athlétisme, le hockey également. Malgré en face pléthore d'hommes qui défendaient le fait qu'il ne fallait absolument pas laisser les femmes s'engager dans le sport. Il y a quand même une évolution. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont le droit de faire tous les sports qu'elles le souhaitent. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même un chiffre qui est encore très révélateur. 90% des dirigeantes de fédération aujourd'hui sont des hommes. Donc ça prouve bien que, ok pour le sport, pour le reste et la direction des fédérations, c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, on voit quand même beaucoup d'activités qui n'étaient pas forcément dédiées aux femmes sous prétexte que c'était moins féminine, entre guillemets. Tout ce qui est vestiaire, tout ce qui est matériel autour n'est pas forcément adapté et qu'il faut faire avec. Et bien souvent, moi je rencontre ces problèmes-là, notamment dans des petits clubs ruraux qui mettent en place des équipes féminines et ça c'est super. Sauf que faut se partager les vestiaires avec les hommes, faut attendre que les hommes ils aient terminé leur match pour pouvoir bénéficier de vestiaires. C'est quand même un vrai souci, c'est qu'on a une vraie politique volontariste, mais qui est en demi-teinte parce que si on autorise la pratique, mais que derrière on ne met pas les moyens en face. Eh je trouve qu'on n'est pas tout à fait égal à l'homme. Toutes les femmes qui souhaitent aujourd'hui pratiquer le fassent. Toutes les femmes doivent faire ce qu'elles ont envie de faire. Et peu importe. Et je pense que c'est le message qu'Alice Mia donnait à l'époque et en 1922. Donc on était dans un autre temps quand même. Mais elle portait ce message très volontariste. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ce qu'elle a vécu pour braver la discrimination qu'on pouvait faire des femmes à cette époque. Je suis Lydie Faure-Le-Collier, j'ai 62 ans, je suis non-voyante. Et je suis tout d'abord le présidente de l'association ASLT, Activités sportives et de loisirs pour tous, sur l'agglomération rouennaise. Je suis aussi secrétaire générale du comité départemental handisport Seine-Maritime et secrétaire du comité régional handisport Normandie. Je fais du shodan, c'est une discipline reconnue il n'y a pas longtemps que ça a été reconnu par la Fédération française handisport. Donc c'est en plein développement. Voilà, sur la Seine-Maritime, on est les seuls pour le moment à développer cette activité. Il y a une toute nouvelle section qui va s'ouvrir sur Caen. Donc on espère voilà, que ça se développe et nous allons participer cette année au premier championnat de France de shodan. Non, parce que les règles sont les mêmes féminin, masculin. On joue de la même manière.
quand bien même c'est bien de s'entraîner avec les garçons, parce que ça tire un petit peu plus fort, donc automatiquement, en retour, ça nous fait travailler la défense. Et donc, ça peut être très bénéfique de s'entraîner avec des garçons. En tant que femme et femme sportive, je trouve qu'il est très bon de pouvoir faire du sport pour tous, mais même pour les femmes, de pouvoir sortir de chez elles, d'adhérer à une activité, de rencontrer du monde, de voir la vie autrement peut-être que de rester à domicile. Il y a aussi le côté familial aussi, où il y a la charge des enfants, il y a tout ça, mais à partir du moment où on peut trouver du temps, et ça peut être que bénéfique et du bon temps pour faire du sport, pour pouvoir prendre une activité physique. Je suis Aline Ouzy-Louis, je suis élue à la région Normandie en charge du sport, du nautisme et de la jeunesse. J'ai pratiqué l'athlétisme très longtemps et ensuite je suis passée à l'escrime sur une arme qui était plutôt masculine, qui était le sabre. Le passage à l'escrime, d'abord en fleuret et ensuite au sabre, avec le sabre j'ai retrouvé les disciplines que je pratiquais effectivement à l'athlétisme. C'était effectivement le 100 mètres, 60 mètres, 100 mètres, et puis la longueur. Cette notion d'impulsion. L'escrime, j'ai démarré au fleuret comme tout le monde à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et le passage au sabre a été pour moi une révélation par rapport à ma personnalité, qui est une arme effectivement de stratégie, d'impulsion, de réflexion. Et je trouvais que ça me correspondait bien. Et je rappelle que l'escrime, c'est un des sports où on n'a pas de problème de parité et de mixité. Je pense qu'aujourd'hui, le sport est accessible à toutes les jeunes filles et femmes, où effectivement on a une disparité, c'est plutôt dans la pratique. C'est-à-dire que les filles vont plus trop pratiquer en loisir qu'en compétition. Ça, on le voit, effectivement. On va voir aussi la notion sexuée. Alors, sur la compétition, on voit effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes en compétition. Ça, c'est classique. On le voit aussi sur la gouvernance des institutions sportives, qui est encore sexuée. On voit bien, même si maintenant on a une loi qui a été votée et qui va permettre effectivement la parité. Puis le dernier qui est extrêmement important, c'est la notion de gouvernance dans les institutions sportives, où effectivement on a encore un gros travail à faire. Ne pas cantonner simplement les femmes dans des postes de secrétaire, de trésorière, mais vraiment, je dirais, et pas de bénévoles, mais vraiment de dirigeantes. On est quand même sur nos fédérations, on a peu de femmes présidentes dans les fédérations. Donc là, il y a encore un travail important à faire et on voit que c'est très sexué, même si aujourd'hui on a une loi qui va permettre d'avancer encore sur ce domaine-là. Je pense qu'il faut parler d'équité. L'équité, c'est effectivement permettre à chacun d'aller au-delà et de pouvoir bénéficier. C'est avant tout pratiquer une activité physique et on le sait que chez les jeunes adolescentes, c'est là où il y a une rupture, c'est-à-dire entre la petite et moyenne enfance et ensuite l'âge adulte. Il y a une période effectivement chez les jeunes filles qui sont liés à l'adolescence, à tous les changements qu'il peut y avoir par rapport à son corps. Et c'est là où il faut qu'on travaille avec elles. Alors pas forcément pratiquer un sport en compétition, mais au moins de l'activité physique. On est à quelques mois des Jeux Olympiques Paralympiques 2024. Moi je pense à toutes ces femmes qui sont dans des pays et qui sont réfugiées, qui se battent pour leur qualification. Aujourd'hui, il y a 21 femmes qui sont suivies et accompagnées par le CIO pour leur qualification pour les Jeux. Elles se battent pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques Paralympiques 2024, mais au-delà de ça, elles se battent pour toutes les femmes de leur pays,
Et ça, je pense que si c'est au niveau du sport, si on doit mettre quelqu'un ou des personnes en lumière, c'est elle que j'ai envie de mettre aujourd'hui. Eh bien, je m'appelle Chantal Nallet, je pratique la gymnastique artistique féminine. J'ai démarré la gymnastique à Monaco je devais avoir 6-7 ans. Au niveau de ma carrière, eh bien, j'ai eu la chance de participer au championnat du monde en 1974, au championnat d'Europe en 1975 et aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. Je n'ai pas eu de médaille. Ma plus belle médaille a été de rencontrer mon mari Jean-Claude Nallet. Alors, quand on fait du sport à Monaco, je voulais faire de l'athlétisme, il est vrai, et mon père à l'époque m'avait dit pour se préparer, il vaut mieux faire de la gymnastique, qui est un sport qui prépare à toutes les pratiques. Je suis rentrée dedans et je n'en suis jamais sortie. Vous savez, la Fédération française de gym, on a globalement 90% des licenciés qui sont féminins. Donc, ce qui veut dire que c'est un sport très facilement accessible aux jeunes filles. J'aurais tendance à dire qu'on devrait mettre une démarche en gymnastique pour développer un peu plus ce sport au masculin. Je ferme la parenthèse. Quand j'ai commencé la gym à Monaco, j'ai eu aucune difficulté, si ce n'est que ce n'était pas vraiment le sport qui me plaisait le plus, puisque j'étais vraiment tournée vers l'athlétisme. Néanmoins, les résultats sportifs sont venus rapidement et pour le coup, j'y suis restée jusqu'à la fin de ma carrière dans les années 80. On a encore dans les habitudes matière à penser que la danse est plutôt pour les petites filles, le rugby, même si ça change, hein, parce qu'on peut dire que depuis quelques années, la progression en matière de rugby au féminin, foot féminin et grâce aux résultats sportifs des équipes de France a permis un vrai développement. Mais néanmoins, on est encore avec quelques difficultés sur certaines pratiques sportives qui ont encore du mal à faire adhérer les petites filles. Je prends pour exemple, encore hier, j'étais dans un club de foot dans le cadre de ma fonction de vice-présidente du comité départemental olympique et sportif. J'étais sur un quartier prioritaire de la ville, sur la métropole, et sur 250 licences, seules 5 petites filles pratiquent le foot. Et l'objectif, bien sûr, de cette structure, ça va être de développer le foot féminin pour qu'il y ait vraiment un égal accès à la pratique. Alors, il y a encore un grand chemin à faire pour réussir ce pari. Parce que les grands frères préfèrent voir les petites filles faire une autre pratique, parce que se mettre en tenue, peut-être en short, ce n'est pas forcément ce qui est préférable. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour voir un égal accès de la pratique de toutes les disciplines sportives. Déjà au niveau de la communication, le fait de parler de sport féminin, de rechercher l'égal accès, de voir au niveau des plans de féminisation tout le travail qui peut être fourni, de mettre des vitrines où on voit des femmes, des filles progresser, performer, quelque part ça fait avancer notre démarche de mixité. Mais il faut quand même encore penser que si on a 4 femmes présidentes de fédérations olympiques, la route est longue sur 36 fédérations olympiques. Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire. On en est, je ne vais pas dire qu'au début, mais c'est petit à petit, avec un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place sur les territoires, eh bien on arrivera peut-être à voir demain un sport égalitaire en parfaite mixité. Mais ce n'est pas gagné. J'ai envie de demander à tous les hommes qui ont envie de voir se développer le sport au féminin de venir sur cette journée. Parce que quand on parle de droits des femmes, ce n'est pas une histoire de femmes, c'est changer les mentalités chez les hommes et chez les femmes pour que les femmes osent s'engager dans la vie associative sur des fonctions de dirigeantes et pas toujours pour faire secrétaire ou trésorière, mais sur des fonctions de présidence aussi. Et pour tous ces hommes qui encadrent le sport français, eh bien de venir pour trouver des idées et pour justement impulser une dynamique pour que le sport au féminin ne soit plus à redire, mais qu'on parle de sport tout court.
Je m'appelle Alexandra Saint-Pierre, j'ai 25 ans, je pratique le paratennis de table depuis 2019. Je suis championne du monde en titre, vice-championne d'Europe et en préparation pour les Jeux de Paris. J'ai commencé étant toute petite, en primaire, lors d'une initiation au tennis de table. J'ai très vite accroché et je me suis inscrite dans un club et j'ai dû arrêter parce que j'ai eu des soucis de santé. Et j'ai repris après mon deuxième accident sur conseil d'un médecin. Non, je pense pas. Même si on est une minorité de femmes, on peut pratiquer avec des garçons. Donc même si j'aurais été un garçon, je pense que ça n'aurait pas posé de problème. Les adversaires n'aiment pas perdre contre des filles. Il y a encore certains hommes qui ont un ego surdimensionné. Beaucoup de femmes encore ne pratiquent pas trop d'activités parce qu'ils doivent garder les enfants ou autres. Et c'est vraiment les maris généralement qui, eux, ont accès aux loisirs. Si les femmes ont accès au sport, ils ont accès aussi à quelque chose de plaisant pour eux en dehors de leur travail et de leur devoir de mère. Ah, bonne question. T'as pas une idée, toi? On parle de l'égalité homme-femme et c'est quelque chose qu'on n'en parle pas au quotidien. Et donc là, c'est vraiment une journée qui est dédiée pour les femmes. Je vais maintenant inviter les participantes à la table ronde à venir. Donc, Madame Chantal Nallet, Madame Lydie Faure, Madame Alexandra Saint-Pierre, Madame Fiona Madden, Madame... Allez-y, hein, montez, montez. Madame Claire Delpouve, Madame Oumou Nyang, Madame Sarah Balué, Madame... Mesdemoiselles plutôt, Louane Desnoyers et Cyrine Djeridan. Installez-vous. Merci à vous toutes d'être là aujourd'hui. Je vous propose de passer d'abord la parole aux personnes que nous n'avons pas encore vues pour le coup et qui n'ont donc pas encore témoigné. Je vais d'abord passer la parole pour le coup à Madame Oumou Nyang. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire, voilà, en écho à ce que nous avons déjà vu ce matin, pourquoi, voilà, quelles difficultés vous avez pu rencontrer, pourquoi avoir choisi le sport et peut-être aujourd'hui comment vous en êtes arrivé à vos fonctions aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Oumou Nyang Fouquet, j'arrive tout droit du Havre. Donc j'ai 42 ans, je suis une ancienne sportive de haut niveau, j'ai pratiqué le handball et aujourd'hui je préside le club de handball du Havre qui évolue à haut niveau puisque le groupe évolue en 2e division. Donc moi j'ai commencé le handball dans les quartiers du Havre, le quartier de Cocrioville, et lorsque je repense au reportage que j'ai vu tout à l'heure, je me dis qu'en fait c'est pas si loin que ça puisque moi quand j'ai commencé la pratique du handball j'avais 10 ans, j'allais rentrer au collège et ça a été extrêmement compliqué parce que en tant que femme déjà issue d'un quartier c'était pas facile et surtout le fait de jouer en short. Parce qu'il y avait aussi le poids de la religion, comme le disait tout à l'heure l'athlète. Le fait de jouer en short, malheureusement, c'était très mal vu. Et donc, il y avait des parents qui allaient voir mes parents pour leur dire tu ne vas quand même pas laisser ta fille se montrer les jambes à l'air en faisant du handball. Donc, mon entrée en sport-études a été extrêmement compliquée. Et finalement, mon père a fini par m'autoriser à aller jouer en sport-études à Chartres. Et c'est là où j'ai commencé aussi à jouer en équipe de France. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer au plus haut niveau dès l'âge de 16 ans. Et ce qui a aussi ouvert des portes au niveau du sport féminin au Havre, puisque les parents des quartiers se sont dit, bah, tiens, nos filles peuvent aussi faire une pratique sportive. J'avais une cousine qui était extrêmement forte au niveau de l'athlétisme. Malheureusement, elle n'a pas pu poursuivre sa carrière en tant qu'athlète, puisque en athlétisme, on jouait avec des shorts un peu plus moulants ou parfois même avec une culotte. Et elle, malheureusement, ses parents ne l'ont pas autorisée à faire le sport de haut niveau. Donc voilà, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir présider le club du handball, qui est un club exclusivement féminin.
On accueille quelques petits garçons jusque moins de 9, mais sinon nos 14 équipes sont des équipes féminines et dirigées par des dirigeants à la fois et masculins. Mais c'est ce que je disais pas plus tard hier à la Fédération française de handball, parce qu'on a la chance d'avoir une Fédération française de handball qui a avancé sur les droits des femmes et qui est la première à avoir signé des accords cadres pour permettre aux handballeuses d'avoir un congé maternité, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi quand on est une sportive de haut niveau d'être maman. Moi, j'ai eu la chance pendant ma carrière de haut niveau d'être maman de 4 enfants, avec des enfants qui pratiquent aujourd'hui le handball. Et donc, je suis fière de dire que ma fédération a fait en sorte que ces femmes puissent évoluer à ce niveau-là. Elle a fait en sorte aussi qu'au niveau des primes, que ce soit au niveau masculin ou féminin, qu'elles aient les mêmes primes. Et je suis d'autant plus fière puisqu'on est un sport qui aujourd'hui excelle au plus haut niveau, que ce soit au niveau olympique, mondial, puisque c'est le sport collectif le plus titré aujourd'hui en France. Donc voilà ce que je peux vous dire rapidement par rapport à moi. Merci. Madame Balué, peut-être je vous laisse vous présenter et nous expliciter, peut-être, on a évoqué des évolutions législatives récentes qui ont en tout cas commencé à faire évoluer la situation au niveau des équipes de direction. Peut-être nous évoquer ces éléments-là et la situation aujourd'hui et peut-être des perspectives à venir. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Sarah Balué, je suis avocate, spécialiste en droit du travail. Je suis présidente de l'ASRUC, qui est une association sportive universitaire, mais pas que. Nous comptons aujourd'hui 3000 licenciés dans 17 disciplines sportives, avec une quasi-parité sur l'ensemble de nos disciplines sportives. Je suis une ancienne gymnaste. J'ai eu la chance d'évoluer à Maromme puis à Rouen dans une discipline, comme l'a rappelé Chantal Nallet tout à l'heure, qui est composée à plus de 80 voire 90% de femmes. Et aujourd'hui à la SRUC, nous n'avons pas de gymnastique, mais nous avons 17 autres disciplines sportives. J'ai aussi été récemment élue première femme du MEDEF. Je suis présidente du MEDEF Rouen Métropole Normandie pour la première fois de l'histoire. Et moi, j'ai été très émue de voir tout à l'heure ce reportage parce qu'au MEDEF, qui est une organisation patronale du monde économique, quand vous rentrez au MEDEF, il y a un grand tableau et c'est gravé dans la pierre le nom de tous les présidents. Et quand on remonte à plus de 200 ans, c'est très impressionnant de savoir que pour la première fois, en 2024, c'est une femme qui s'est battue pour accéder à la présidence. Moi, j'ai juste un mot en matière législative, c'est que nous sommes très en retard en France par rapport à d'autres pays. Et peut-être finalement, la seule qualité des hommes que les femmes n'ont pas, c'est que les hommes savent plus se mettre en valeur que les femmes. Les femmes, elles ont toutes les mêmes qualités que les hommes, sauf qu'elles n'osent pas. Chantal Nallet l'a rappelé tout à l'heure. Donc il faut oser. Dans le sport, moi j'ai eu la chance d'être dans une discipline comme la gymnastique, où les femmes ont eu très tôt leur place. Donc je n'ai pas eu à me battre pour faire de la gymnastique, c'était mon choix de faire de la gymnastique. Mais aujourd'hui, mon message pour les femmes, c'est battez-vous, osez. Dans le sport, il y a Alice Mia. Dans le milieu plus juridique, il y a Gisèle Halimi, l'avocate qui s'est battue pour le droit des femmes. Donc sur les évolutions législatives, elles sont récentes, elles arrivent enfin, mais il en faut encore. Et malheureusement, on doit passer par des législations contraignantes. C'est vrai que parfois on se plaint, on dit « Ah oui, il faut encore des femmes parce que la loi nous y oblige ». Mais on est obligé de passer par là parce que si on ne le fait pas, personne ne nous donnera notre chance. Donc osez, battez-vous et c'est comme ça qu'ensemble, nous arriverons à faire évoluer encore davantage les législations. Nous avons tout à fait notre place, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on se situe, le sport ou autre. Et surtout, il ne faut pas se mettre de limites. C'est vrai que les femmes se mettent parfois souvent des limites en se disant « je ne pourrai pas, je n'ose pas, je ne vais pas y aller ». Eh bien, faites ce que vous avez envie de faire. C'est là mon message aujourd'hui.
Madame Delpoux, vous êtes médecin du sport. On a vu, que ce soit dans le film et notamment, le rôle de la médecine n'a pas été toujours facilitant pour les femmes et le sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et peut-être votre regard aujourd'hui en tant que médecin du sport sur la pratique sportive au féminin ? Bonjour, donc je m'appelle Claire Delpoux et je suis médecin du sport à l'Institut régional de médecine du sport et de la santé et médecin de médecine physique et de réadaptation sur le centre de rééducation Les Herbiers. Effectivement, la place de la femme dans le sport sur la partie, je dirais, plus scientifique et médicale, on est encore très en retard. Très en retard. On a seulement depuis cette année une grande publication sur le site de l'INSEP grâce aux travaux du docteur Carole Maître sur la prévention des fuites urinaires à l'effort dans les troubles pelviens. Donc ça, c'est un des sujets majeurs où il y a eu un retard sur les études à lancer et les travaux pour mettre en place une prévention dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, quand on prend l'ensemble des travaux scientifiques, la plupart des études sont en fait faites chez les hommes. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit bien, la physiologie de l'homme et de la femme est très différente. Et en fait, on a pendant très longtemps basé les fonctionnements d'entraînement, et particulièrement sur les capacités aérobie, anaérobie, les capacités musculaires, en s'appuyant sur des études masculines pour le sport féminin. Donc, ce qui est un non-sens, mais voilà. Donc, c'est tout doucement en train de changer, mais aujourd'hui, le pourcentage d'études est encore vraiment en faveur des hommes. Ce que je peux vous dire également, et effectivement, c'est que on le sait aujourd'hui, tout ce qui va être sur la notion de harcèlement, tout ce qui va être sur les violences dans le sport, les études ont tendance à montrer que ça va toucher plus les personnes d'une part en situation de handicap. Donc, étant médecin à la Fédération française handisport sur le milieu donc paralympique, effectivement, on y est d'autant plus confronté, et qui plus est chez la femme. Donc aujourd'hui, il y a notamment avec le violentomètre et l'ensemble des textes de loi d'une part et des mesures prises par les différentes fédérations. Pareil, on le voit, on a beaucoup parlé de la gym, il y a des dossiers qui sont sortis récemment. Aujourd'hui, c'est plus un domaine de prévention et de travail sur la notion même de respect de l'athlète. Et il y a des choses, on s'en rend compte, étant actuellement médecin sur différentes équipes de haut niveau, il y a des choses et des fonctionnements qui sont ancrés. On a une espèce d'association de, quand on fait du haut niveau, il va y avoir une certaine dureté, que ce soit de la voix et du positionnement de l'entraîneur, qui peuvent être parfois vécus difficilement par les athlètes. Voilà, donc effectivement, tant sur les sujets, que ce soit sur la physiologie de la sportive féminine, que ce soit sur les problématiques, et particulièrement les fuites urinaires à l'effort, qui en fait, qu'on ne touche pas que la gymnastique, ça touche l'athlétisme, ça touche l'escrime, pour n'en citer que 3 sports. On a seulement depuis cette année des vidéos de prévention qui ont été publiées sur le site de l'INSEP. Donc voilà, encore du travail. Merci. Effectivement, on a présente aujourd'hui 2 collégiennes qui font partie du conseil départemental des collégiens et qui donc ont été élues. Peut-être une réaction par rapport à tout ce que vous avez vu depuis ce matin, et puis peut-être un témoignage. Est-ce que vous pratiquez vous-même un sport et pourquoi? Est-ce que vous avez eu des difficultés aujourd'hui dans l'accès? Alors déjà, bonjour. J'espère que vous m'entendez aussi loin que vous êtes. Déjà, je pense que je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Louane Desnoyers. Je suis élue au conseil départemental des collégiens dans la commission sport et loisirs. Pour répondre à votre première question sur qu'est-ce que j'en pense de ce début de matinée, je trouve ça très intéressant d'avoir d'abord des points de vue, des interviews, que ce soit des athlètes ou des sportifs ou des personnes qui s'occupent des clubs, etc. Moi, c'est vrai que je suis plutôt d'un point de vue d'une adolescente, d'une collégienne, donc avoir un point de vue d'un adulte, c'est toujours bon à apprendre et toujours très intéressant. Après, je pourrais dire quoi d'autre? C'est vrai. Oui, très intéressant. Et encore très intéressant. Je suis juste un petit peu stressée, c'est pour ça. Là,
Oui, après pour répondre à la deuxième question, je pratique un sport très très peu connu en France qui s'appelle l'Ultimate. C'est un sport qui se pratique avec un frisbee, avec un disque. Ça peut s'apparenter un petit peu à du foot, on court énormément. Et c'est à l'instar du foot auquel tu peux courir avec un ballon. L'Ultimate, c'est très collectif. Il faut... oui, c'est très collectif. Tu ne peux pas avancer avec un disque, tu as besoin d'au moins d'une deuxième personne. Et pourquoi avoir choisi ce sport? C'est avant tout très fair-play et surtout qu'il n'y a pas d'arbitre, j'ai réussi à parler, et surtout que par d'arbitre, du coup, moins de problèmes et plus de fair-play. Et surtout avec le foot auquel j'ai vu un match, je ne vais pas m'éterniser dessus, même si tous les matchs ne sont pas comme ça. Mais oui. Et puis, pourquoi l'avoir choisi? Je pense que c'est un peu comme l'amour, ça vient quand ça vient, et ça tombe comme ça, et on ne le choisit pas forcément. Voilà. Choisir ce qu'on veut faire, hein, c'est bien ce que voilà notre mention spéciale. Donc voilà, tu as choisi ce que tu voulais faire. Bravo. Eh bien, moi, je m'appelle Cyrine Jahidan. J'ai 13 ans et je suis présidente de la commission culture et patrimoine au Conseil des collégiens de Seine-Maritime. J'ai trouvé ces reportages très intéressants et surtout, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas avant. Personnellement, je fais du basketball depuis maintenant 8 ans. Et ce sport, j'ai eu presque aucun problème à m'intégrer, à part avec certaines personnes, principalement des hommes, qui me mettaient à l'écart, car j'étais une femme et que, j'avoue, je n'étais pas très forte. C'est comme au collège, on a l'UNSS, basket, et en 6e, j'étais la seule fille dans tout le collège à faire du basket à l'UNSS. Et je me faisais pousser, presque taper, parce que j'étais la seule et parce que j'étais jugée bizarre. Ah non, mais je suis pas bizarre, moi. Hein. Juste, j'aime ce sport. Je suis tombée amoureuse de sport, tout simplement grâce à la FFBB et à la NBA, principalement à la WNBA, donc qui est la NBA féminine, et à Sabrina Ionesco, qui est la reine du terrain, qui joue chez Liberty. Donc, on pourrait pas la différencier, non. La comparer à Stephen Curry, que je pense beaucoup ici connaissent, qui est un tireur hors pair. Elle est pas meilleure, mais presque au même niveau que lui. Et beaucoup pensent que les femmes sont moins fortes, alors que je sache, les hommes et les femmes sortent tous les deux d'un vagin. Il y a, à part les appareils reproducteurs, il n'y a pas grande différence. Hein. Je vois pas pourquoi les hommes doivent être au-dessus des femmes. Je comprends pas. Et donc, je pars du principe qu'il ne devrait pas y avoir ni de patriarcat, ni de sexiste. C'est sexiste, oh là là, j'arrive pas à parler. Sexisme. Alors que nous sommes tous sortis d'un utérus, d'un vagin. Et non, ce n'est pas tabou, comme les règles, ce n'est pas tabou. Il faut en parler, il n'y a aucune honte. Merci de m'avoir écouté. Je crois que nous avons là 2 futures dirigeantes voilà, qui ont, à mon avis, toutes les capacités et la volonté, en tout cas, à aller plus loin et à oser, reprendre le terme. Madame Saint-Pierre, est-ce que vous pouvez nous voilà, illustrer votre parcours et peut-être nous expliquer un des éléments aussi qui apparaît régulièrement et qui est apparu dans les témoignages, c'est le rôle de la famille dans le choix et la pratique sportive.
Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra, j'ai 25 ans et je pratique le para-tennis de table depuis maintenant 2019. Donc moi, je suis rentrée très facilement dans le tennis de table, même si on n'est qu'une minorité de femmes encore à l'heure actuelle. Mais j'ai été très bien accueillie étant plus jeune et quand j'ai voulu reprendre en handisport, c'est pareil. Je suis du coup championne du monde en simple et je prépare actuellement les Jeux paralympiques de Paris. Après... Concernant le rôle de la famille dans le sport, je trouve que c'est hyper important quand nous, on est sportifs de haut niveau, de pouvoir s'appuyer sur nos proches et notre famille pour pouvoir aller le plus haut possible. En plus, maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, que ce soit pour les jeunes parents qui sont sportifs de haut niveau, pour qu'ils puissent concilier vie de famille et le sport de haut niveau. Madame Madène, on a vu effectivement dans le reportage que votre famille avait eu aussi un rôle important finalement dans vos choix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Au début, quand j'ai voulu faire du sport, mes parents m'ont poussé plus vers la natation parce que c'était plus pour les filles. Et quand j'ai décidé à 13 ans que non, c'était le sport de cyclisme que je voulais pratiquer, mes parents m'ont freiné beaucoup parce qu'ils étaient d'accord pour qu'une jeune fille fasse du cyclisme en randonnée, en tourisme, mais pas en sport. Donc, je me suis affirmée assez tôt, à 14-15 ans, j'ai décidé, non, c'est moi qui va foncer. Quand ils ont vu que bon, j'avais des résultats, ils m'ont encouragée. J'avais mon grand frère qui courait aussi, donc souvent on allait dans les courses de cyclisme tous les week-ends. Et quand j'étais en junior en Irlande, il y avait le contre-la-montre de championnat junior et j'ai participé. J'étais la seule fille qui a participé avec les garçons. On avait les mêmes braquets, les mêmes équipements et j'ai terminé 3e en temps et on ne voulait pas me donner les médailles parce que j'étais une fille. Donc il y avait une enquête, il y avait... est-ce qu'on peut donner la médaille à une fille parce que c'était une course pour les garçons? Et après plusieurs mois de débat, ils ont accepté que je prends la 3e place sur le podium. Alors c'est vrai que je pense encore aujourd'hui, le vélo, il y a beaucoup d'écart entre les garçons et les filles. Mais je pense que quand les parents sont là derrière à vous encourager à aller jusqu'au bout. C'est important aussi. Hein. Je sais qu'il y a certaines familles dans certains quartiers qui n'ont pas les finances pour même acheter une paire de chaussures de foot pour les jeunes garçons. Et le sport est très important pour justement canaliser les jeunes et leur donner des valeurs qui vont leur aller jusqu'au bout de leur vie avec. Hein. Je pense que c'est là où c'est important que ça soit et pour les filles et pour les garçons, que ça soit accessible, vraiment. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille comme éducatrice spécialisée, donc je vois beaucoup de jeunes adolescents qui sont un peu vagabondés et puis ils n'ont pas toujours des bonnes fréquentations. Avec le sport, ça leur donne quand même une certaine règle de vie et un certain respect pour les autres qui est important pour former les jeunes adultes de demain.
Madame Nallet, vous avez justement évoqué des initiatives en territoire qui doivent permettre d'aller plus loin dans voilà, la conquête de l'égalité véritable dans la pratique sportive et dans l'accès au sport pour tous. Est-ce que vous pouvez nous citer voilà, quelques exemples qui pourraient nous inspirer tous? Déjà, en préparant cette journée, je pensais à la période Marie-Georges Buffet quand elle était ministre des Sports, donc on remonte dans les années un petit peu avant 2000, où on avait un territoire expérimental déjà à l'époque, Saint-Étienne-du-Rouvray, où on devait mesurer la pratique pour les jeunes filles et les femmes et regarder un peu tous les freins à cette pratique. Et j'ai l'impression que 2000, on est en 2000, on est aujourd'hui 25 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on a encore grandement le même travail à faire pour essayer de rendre accessible. Il faut changer les mentalités, on le sait, les équipements, ils sont là, il faut trouver bien sûr des créneaux. Tout ça est mis en place par les stratégies mises en place sur les territoires, mais néanmoins, il y a encore toute une forme de sensibilisation, formation à la base, hein, quand on parlait tout à l'heure que l'éducation des petites filles, l'éducation des jeunes garçons à l'égalité, à la pratique possible pour les filles comme les garçons de la même façon. Il faut vraiment changer à la base la mentalité des petits garçons et des petites filles pour qu'on puisse un jour ne plus rien s'interdire et réussir le pari que toute pratique, quel que soit le lieu, quel que soit le quartier, quel que soit l'endroit, il soit accessible pour les filles et les garçons. Ça veut dire qu'il faut toucher aussi et mobiliser aussi cette sensibilisation pour les garçons. Quand on pense que certains jeunes hommes pensent que les filles n'ont pas à faire une pratique parce que short, la pratique du hand, c'était hier hein, et encore aujourd'hui. C'est encore d'actualité. Quand on voit 5 petites filles dans un club, dans un quartier politique de la ville, sur 250, c'est encore incroyable de le constater, alors que la structure et toutes les structures le souhaitent vraiment le développement. Encore faut-il faire venir les filles dans la structure, encore faut-il qu'elles viennent et qu'on arrive à changer cette mentalité d'accès pour tous et pour toutes. Alors les initiatives, elles existent, mais elles existaient aussi il y a 20 ans, elles existent encore aujourd'hui, elles se précisent bien entendu parce qu'en étant vice-présidente du GDOS et parce qu'on sait travailler en partenariat avec le département, avec les services de l'État, pour essayer de mettre en place des vraies stratégies, des sensibilisations ici et là, des journées comme aujourd'hui, ça aide. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit tous main dans la main pour faire en sorte que quand il y a une aide financière apportée à un club sportif, eh bien, il faut aussi que ce club sportif, ce comité départemental, puisse démontrer qu'il y a égal accès pour les filles et les garçons dans toutes les pratiques et pas uniquement à la gymnastique ou des disciplines où c'est très facile. Hein. Moi, j'ai été gymnaste toute ma vie globalement, puis après je suis devenue, j'étais service de l'État, donc pas de problème en soi. Hein. J'ai jamais eu de problème tout au long de ma carrière. Je suis vice-présidente d'un GDOS, mais encore il faut se battre aussi pour pouvoir mettre en place des actions pour les publics prioritaires. Et je considère que le sport au féminin, c'est encore une action prioritaire parce qu'on n'a pas encore trouvé l'égalité. Je suis vice-présidente d'un club de gym, l'élan gymnique de Rouen, et prochainement, visiblement, j'ai de grandes chances de devenir présidente. Enfin, je ne suis plus vice, je vais devenir présidente pour la première fois. Ça sera une première, mais je sais qu'il y a énormément d'actions à faire. Mais notre réussite, c'est parce qu'on va travailler ensemble, parce qu'on va trouver les solutions sur le territoire de la Seine-Maritime, de manière à ce qu'un club sportif, vous avez des actions, vous devez avoir des filles, et pas uniquement 2, 3, 4, 5 par-ci, par-là, mais essayer de trouver une parité. Alors, il y a des exemples comme sur le plateau Est, avec un club de foot qui a réussi à mettre en place vraiment une structure axée aux féminines. Et c'est quand même malheureux hein, d'en arriver à devoir faire un club spécifiquement féminin parce que les filles n'ont pas leur place forcément partout. Et donc, c'est toutes les initiatives mises les unes à côté des autres qui permettront de réussir. Les plans de féminisation, c'est aussi permettre à avoir des constats qu'il y a encore beaucoup de femmes qui se retrouvent sur des missions et des postes secrétaires, trésorière, à la buvette, enfin je caricature un peu mais pas loin, mais des présidentes, ben, il n'y en a pas beaucoup. Alors elles n'osent pas.
Et pour oser, c'est peut-être de la sensibilisation, c'est leur montrer qu'elles ont autant de talent que les hommes. Un homme, en général, quand il s'engage dans la vie associative, il ne cherche pas à regarder s'il a la compétence. Une femme qui s'engage dans la vie associative, elle n'ira pas si elle ne se sent pas compétente. Et c'est notre petite nuance entre les hommes et les femmes. Donc, je crois qu'il faut continuer, non pas ce combat, mais à agir. Et peut-être que dans 20 ans, on se dira, on a avancé, mais les initiatives d'aujourd'hui démontrent que, voilà, petit pas après petit pas, il n'y a pas que la pratique et l'ouverture des pratiques, il y a aussi les fonctions dirigeantes. Et si on a plus de femmes sur des fonctions dirigeantes, on aura plus de femmes et de jeunes filles sur les terrains de sport. Madame Faure, juste à côté. Lydie. Vous êtes présidente de l'association Sport et Loisirs pour tous, si je ne me suis pas trompée. Pour tous, donc on est bien là, comme on le disait, dans l'inclusion de tous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les actions et les projets que vous menez à ce titre-là ? En fait, l'association Activités sportives de loisirs pour tous a été créée, en fait, j'en suis la présidente, c'était pour, au départ, effectivement, que ce soit des sportifs, des sportives, mais c'était surtout à la base, c'était par rapport à l'inclusion dont on parle énormément maintenant, c'est-à-dire le sport pour tous et du sport ensemble. Personnes en situation de handicap et personnes valides. Donc, de plus en plus, au niveau de la Fédération française handisport, il y a des disciplines, même au niveau des championnats, qui fait qu'on peut avoir des personnes valides sur les terrains de sport. Pardon, je pense au torbal, au goalball, des différentes disciplines. Donc, effectivement, c'est plus par rapport à l'inclusion et on travaille beaucoup sur ce thème-là. Et on travaille aussi énormément sur la sensibilisation, surtout vis-à-vis des jeunes, particulièrement des enfants. Nous intervenons au niveau des écoles, des collèges, des lycées aussi parfois. Et en partenariat aussi des fois, justement, soit avec le CDOS, le CROSS, auprès de ces établissements, pour en fait montrer que une personne en situation de handicap, il y a effectivement des différences, mais que voilà, quand on est sur un terrain de sport ensemble, en adaptant forcément les activités, donc auprès des enfants pour les sensibiliser, nous, c'est plus le handicap visuel. Du coup, ça leur montre un petit peu, en fait, que même en situation de handicap, masculine ou féminine, on peut tout à fait pratiquer un sport. Donc, voilà, et je me dis que la sensibilisation sur le handicap, aussi sur le sport, mais sur le handicap en général, plus on fait de la sensibilisation auprès des très jeunes, et je dis, les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain, et au moins, voilà, ils sauront qu'une personne en situation de peut faire du sport, voilà. Et je profite aussi d'avoir la parole là maintenant pour en fait remercier le département de Seine-Maritime. Parce que je vais avoir l'honneur et la joie. Alors, je ne mesure pas encore tout à fait ce moment, parce que ça va venir bientôt, mais vraiment, je suis heureuse et je suis très, très fière de pouvoir représenter tous les athlètes de haut niveau qui vont faire les prochains Jeux olympiques, parce que je vais être donc porteuse de la flamme olympique handisport.
On a beaucoup évoqué effectivement la sensibilisation, l'éducation. Cyrine et Louane, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être, vous, dans vos, voilà, que ce soit à l'école, dans vos loisirs ou au collège, est-ce que vous avez déjà eu voilà, des sensibilisations, des temps sur l'inclusion ou sur l'égalité femmes-hommes et finalement, comment vous voyez aujourd'hui, vous, les choses pour les générations de voilà, votre génération? Alors, moi, dans mon collège, donc, on a reçu la visite de Florian Mérien, si je le dis bien, qui est l'ami de mon professeur de sport, Monsieur Novard, et qui nous a sensibilisés du coup à l'handicap. On a également fait du ping-pong, enfin du tennis de table avec lui. Nous avons également réussi à avoir des ambassadeurs du harcèlement, dont je fais partie, avec qui on a mis des actions en place, comme une boîte à lettres, une boîte aux lettres plutôt, où mais les élèves harcelés peuvent mettre leurs lettres, anonymes ou non, mais la classe est obligatoire, avec un témoignage disant qu'ils se font harceler ou que quelqu'un de leur entourage se fait harceler. On a aussi eu plusieurs interventions sur d'autres thèmes, comme le féminisme, avec mon professeur d'histoire, avec lequel on a beaucoup travaillé sur la Révolution, avec les femmes importantes. Et je pense que pour demain, les générations seront formées et prêtes pour le féminisme et prêtes à mettre la femme à la hauteur de l'homme, même parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait au même niveau du salaire ou même pas de la vision, mais les hommes sont plus mis en avant que les femmes. Ça, c'est indéniable. Et je pense que sur TF1, sur France 2, sur tous ces médias, il faudrait plus nous mettre en avant. Alors pour ma part, au collège, on a très peu justement d'intervention ou de sensibilisation, que ce soit dans l'égalité homme-femme ou même dans l'inclusion dans le sport, etc. Car nous, plutôt dans la vision, ça nous paraît évident de ne pas être rejeté pour juste ce qu'il y a entre les jambes, désolé pour l'expression, ou juste parce qu'on a un handicap n'importe lequel. Donc avoir une sensibilisation, donc, nous, ça nous paraît très peu évident, même si ça pourrait toujours le faire rappeler, même si je dis qu'il y a très peu que nous, ça nous paraît évident de pas exclure, il y a toujours de l'harcèlement, même si il y a, comme on dit, comme dans le collège de Cyrine, on a aussi des ambassadeurs contre le harcèlement, donc, qui peut faire l'intermédiaire entre les élèves harcelés, si les élèves harcelés veulent en parler, mais pas directement à des adultes, peut-être de peur ou de stress aussi, un peu comme moi maintenant. Mais oui, mais dans mes souvenirs, on en a eu très peu, on en a peut-être eu une, et encore c'est plus dans les relations sexuelles, etc. Donc très peu en avant, et en général, dans le collège, c'est des personnes qui sont différentes par exemple d'un handicap, tout ça. Niveau élève, ça peut être compliqué, par exemple dans le sport, que ça soit adapter les différentes pratiques sportives. Donc il faut que malheureusement les élèves soient comment dire, il faut qu'ils aient les... Peut-être oui, mais plus les élèves, en tout cas ceux qui ont un handicap, que n'importe lequel, doivent être équipés d'eux-mêmes. Moi, je suis dans mon collège, on a un élève qui s'est fait amputer d'une jambe, donc handicap de mobilité. Et dans le sport, c'est très compliqué pour lui, ne serait-ce que de courir, parce qu'il même s'il a une prothèse, il n'a pas forcément la prothèse pour courir. Donc les professeurs, les corps enseignants, etc., essayent de le mettre en avant, je pourrais dire, de se faire
inclure dans un groupe ou dans un groupe, dans la classe. Mais niveau élèves, tout dépend. On est quand même très ouvert d'esprit, mais il y en a certains auxquels c'est très compliqué et que ça peut être aussi raison de plus pour de l'harcèlement, que je n'encourage pas. Mais oui, donc je voudrais qu'à l'avenir, que les collèges soient plus sensibilisés à ça. Je parle beaucoup dans l'handicap, mais aussi pour hommes, femmes, aussi, que ce soit dans le sport ou n'importe lequel. Parce que c'est vrai, mon collège est très peu, très peu, vraiment, on n'en parle quasiment jamais. Donc à l'avenir, que les enseignants accordent 1 heure de leur temps pour expliquer un peu les dangers de l'exclusion. Et que voilà, donc maintenant c'est un peu dans notre génération de Cérine et moi de porter ce message à travers les autres des générations futures et un peu plus anciennes, pour ne serait-ce que les ouvrir un peu plus d'ouverture d'esprit. Et voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci. On a parlé effectivement de la violence, de tout ce qui peut être se passer en termes de harcèlement dans le monde sportif. Est-ce que vous avez peut-être un témoignage, une réaction par rapport à ce qui peut arriver, ou peut-être à ce qui a été mis en œuvre dans vos différents parcours pour lutter contre ce phénomène ? Alors, dans le cas de ma carrière, absolument rien, parce que ça n'existait pas. Bon. Donc, c'est une démarche qui a été impulsée par notre ancienne ministre, qui porte ses fruits, puisque actuellement, dans toutes les disciplines sportives, le sport aujourd'hui n'est plus à l'abri. Il y a des enquêtes administratives dans toutes les disciplines, que ce soit sur notre territoire comme le territoire national. En tant qu'élu moi-même d'un club sportif, je me retrouve même moi, alors que je suis référent de prévention des violences, à l'époque pour les services de l'État, aujourd'hui pour le comité départemental olympique, je me retrouve avec un problème dans la structure où je suis vice-présidente et demain présidente. En fait, je vais arriver au moment où j'aurai l'admission de présidente avec un vrai dossier à traiter. Bon, c'est pas secret, même si on n'a pas totalement les résultats de la commission départementale qui a eu lieu, mais globalement, c'est un problème. Le problème, c'est qu'à une époque, quand on était un entraîneur, quel qu'il soit, et notamment dans des disciplines comme la nôtre, sport individuel, qui touche des enfants très jeunes, qui s'entraînent 25-30 heures semaine, il y a eu toute une génération d'entraîneurs de très haut niveau qui ont eu des mots peut-être déplacés, une manière de s'exprimer qui, aujourd'hui, on peut appeler ça du harcèlement moral en direction des jeunes gymnastes. Puisque ça touche mon sport, mais soyez sans inquiétude, tous les sports sont concernés. Donc forcément, même si ces faits sont lointains, même si c'était il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui, les différents témoignages des sportifs et sportives remettent bien sûr sur la table le comportement néfaste de certaines personnes, même si ça s'est produit il y a longtemps. Voilà. Donc on n'a pas forcément eu affaire à des faits de violence. Moi-même, en tant que gymnaste, forcément, j'ai eu un tremplin sur le dos pour faire un écrasement facial. Forcément, on m'a mis dans des situations où j'ai pleuré, parce que quand on s'entraîne 25 ou 30 heures semaine, eh bien, on pleure quand on fait de la gymnastique sportive. Néanmoins, je n'ai pas pris comme une violence parce que je l'ai accepté, parce que j'ai très bien vécu ma carrière sportive, qui a débouché sur, non pas de médaille, mais au moins le rêve de petite fille que j'avais, c'est participer aux Jeux Olympiques. Beaucoup de gymnastes n'ont pas eu possibilité peut-être d'atteindre leur rêve et ont souffert de faits qui ne m'ont pas atteint personnellement. Ce que l'on vit, c'est vraiment une sensation individuelle et c'est propre à chacun. Et aujourd'hui, tous les faits qui sortent, et puis je pense que certains entraîneurs serrent les fesses, entre guillemets, puisque tout le monde peut être rattrapé.
dans certaines disciplines, même si on a tendance à mettre dans le même paquet la question des préventions des violences sexistes et sexuelles et la question du harcèlement. Les deux sont à bannir, mais ce n'est pas à la même hauteur. Voilà, aujourd'hui, c'est des suspensions administratives qui enlèvent peut-être une carte professionnelle à un entraîneur qui va se retrouver donc sans emploi, forcément, s'il ne peut plus enseigner. Et puis pour d'autres, c'est carrément une radiation complète. Donc on se retrouve aujourd'hui dans le champ du sport avec ces problèmes, mais je vais rester sur une position positive, c'est qu'avant tout, et dans la plupart des cas dans le champ sportif en France, tout va bien et tout se passe bien. On met toujours en avant ce qui va mal, mais heureusement que le mouvement sportif français a un fonctionnement très démocratique, avec beaucoup de respect des sportifs et sportives qui en sont donc acteurs, et pour lequel toutes ces souffrances et toutes ces violences font beaucoup de mal à l'image du sport français, et c'est bien dommage. Encore il y a 2 jours, un entraîneur qui entraîne des gymnastes qui vont aller aux Jeux de Paris 2024, l'entraîneur est suspendu à titre provisoire, mais néanmoins, préparer des Jeux Olympiques et préparer Paris dans des conditions comme ça, c'est franchement pas la meilleure solution. Donc voilà, des dispositifs existent, des formations sont mises en place sur tous les territoires, et la Seine-Maritime est vraiment, comme la Normandie, est vraiment une vraie stratégie de prévention des violences sexistes sexuelles. Tous les comités départementaux, les clubs sportifs reçoivent des sensibilisations pour justement comprendre les mécanismes de qu'est-ce qu'une violence, qu'est-ce qu'on risque quand on est dirigeant sportif. Et je crois que c'est aussi ça qui permettra demain d'avancer, de faire attention, de savoir qu'une carte professionnelle, eh bien, ça a une validité de 5 ans, qu'il faut la vérifier, que ce n'est pas anodin, que quand on signe le pacte républicain, eh bien, quand on est un bénévole, on s'engage à avoir, aussi bien pour les bénévoles que pour tout l'encadrement et les dirigeants, une attitude citoyenne de respect. Et donc voilà, on est aujourd'hui sur ce que l'on doit trouver dans le champ sportif en général, un sport respect. Madame Delpouve et Madame Balué par la suite. Pour abonder dans le sens de ce que Chantal vient de présenter, au-delà effectivement des formations, depuis maintenant quelques années dans le milieu du sport, le ministère des Sports a mis en place le suivi médical réglementaire, qui donc sont des bilans médicaux complets et qui incluent un entretien psychologique. Et qui donc sont vraiment à visée de prévention. Et donc là, fort justement des derniers événements, on a tous retravaillé au sein de chacune des fédérations. Je vais parler au moins pour la Fédération française handisport, le contenu de ce suivi médical réglementaire pour retravailler le questionnaire d'entretien psychologique et justement y mettre de façon claire et visuelle, qui est donc incontournable pour le médecin qui mènera l'entretien, des questions sur les relations au sein de la structure sportive, que ce soit avec les autres athlètes, que ce soit avec l'entraîneur, que ce soit avec la famille. On a parlé de la famille qui était un soutien. On est aussi parfois malheureusement confronté à une famille pression. Voilà, je l'appelle ça la compétitite, qui du coup parfois peut être aussi pour nous médicalement délicat à accompagner, puisque l'enfant est quelqu'un de très vulnérable et donc la parole des parents a beaucoup de poids. Et donc pour en revenir, donc voilà, on a donné sur ce suivi médical réglementaire un temps vraiment dédié et identifié pour que les athlètes aient un espace de parole, qui a l'avantage, en plus étant sous le couvert du secret médical, de pouvoir aussi rassurer sur ce temps de discussion. Et en fonction de ce qui sera dit, bien sûr, on pourra ensuite, avec l'accord de l'athlète, mettre en œuvre des process. Et puis enfin également, pareil, dans le cadre au-delà des formations qui ont pu être mises en place, pour notre part sur la Fédération handisport, on s'est donné l'idée cette année d'envoyer à tous les entraîneurs, tous les encadrants, le violentomètre, qu'ils n'aient pas forcément sur une forme d'auto-questionnaire avec différentes questions également de situation. On est en train de travailler ce questionnaire de façon anonyme. L'idée, c'est pas du tout justement de mener une enquête et d'aller pointer du doigt au-delà des différentes
des démarches administratives et enquêtes qui sont déjà en cours, mais inviter à une prise de conscience sur éventuellement un positionnement qui peut être identifié. Alors, bien évidemment, comme le disait Chantal, il y a après le ressenti personnel de chaque athlète, mais au-delà de ça, est-ce que mon comportement, finalement, est référencé comme pouvant être humiliant pour un athlète, même si ce n'est pas de façon systématique, mais au moins susciter des questionnements et derrière aussi pouvoir relancer de nouvelles formations. Juste pour une illustration concrète de ce que nous avons mis en place, la nouvelle équipe dirigeante depuis 2 ans au sein de la STRUC, l'une de nos priorités était la lutte contre les discriminations, le harcèlement et les agissements sexistes. Donc nous avons recruté une chargée de projet avec l'objectif de lutter contre le harcèlement, les discriminations sous toutes leurs formes et les agissements sexistes. Cette chargée de projet a dans un premier temps mis en place des actions de sensibilisation. Vous en parliez, parce que c'est compliqué d'identifier le harcèlement, les discriminations, les agissements sexistes. Et ces actions de sensibilisation, elles faisaient partie non pas d'un pacte républicain, mais d'un pacte d'adhésion. C'est-à-dire que quand on adhère à une association, et moi j'invite tous les dirigeantes et dirigeants d'associations de faire la même chose, quand on adhère, quand on signe l'adhésion, on s'engage, c'est la première chose, à respecter les règles du jeu, mais les règles de l'association qui sont partie intégrante des fondements de cette association, à savoir la lutte contre les discriminations, le harcèlement et les agissements sexistes. Et toute personne qui ne respecte pas les règles de l'association peut être exclue de l'association pour non-respect de ces règles. Parce que quand on est dirigeant ou dirigeant d'une association, parfois on a des personnes qui ne respectent pas ces règles et on n'a pas les moyens juridiques de les exclure de l'association. Lorsque l'on a mis dans ses statuts le fait que si on ne respecte pas ces règles, c'est un motif d'exclusion, c'est beaucoup plus facile de se séparer de ces bénévoles ou de ces adhérents qui ne respectent pas les règles du jeu. Un autre élément qui a été mis en place au sein de notre association, c'est une pratique différenciée en fonction de l'âge. Parce que quand on parle de sensibilisation, on ne sensibilise pas des enfants de 5-6 ans et des adolescents, on a des exemples aujourd'hui, de la même façon. Et il faut écouter les pratiquants, écouter les enfants, écouter les adolescents, écouter les adultes. On cherche aujourd'hui beaucoup à faire pratiquer ensemble les garçons et les jeunes filles, mais il y a parfois un âge, et notamment l'âge de l'adolescence, où les jeunes filles, elles n'ont pas forcément envie de pratiquer avec les garçons. Et donc, il faut être à leur écoute. Et nous, notre chargée de projet, elle a eu cette action d'audit et d'écoute. Et aujourd'hui, on a mis en place, pour les jeunes filles qui le souhaitent, dans certaines disciplines sportives, des cours qui sont réservés aux adolescentes. Notamment pendant les vacances scolaires, on a des stages réservés aux adolescentes qui peuvent pratiquer plusieurs disciplines sportives entre elles, parce que c'est leur choix. Et donc moi, j'insiste sur ce choix, parce qu'il faut laisser la possibilité aux enfants, aux adolescents, aux adultes de pratiquer de la façon qu'ils le souhaitent. Donc c'était un exemple de pratique que nous avons mis en place grâce à cette chargée de projet de lutte contre les discriminations, le harcèlement et les agissements sexistes. Et moi, je tiens à souligner aussi l'action du département de Seine-Maritime qui a vraiment une action forte et qui aide les clubs à avoir ces actions. Donc je vous en remercie aujourd'hui. Merci, ça me permet de rebondir sur ce que dit Sarah, parce que, par exemple, nous, au niveau du club de handball féminin, tout à l'heure, je vous disais qu'on est un club féminin, mais on a fait en sorte que sur les plus petites équipes, c'est-à-dire du baby hand, parce qu'on accueille les enfants à partir de 4 ans jusqu'à l'âge de 9 ans, on est sur de la mixité. Donc, c'est-à-dire que les enfants sont sur des équipes mixtes, on ne sépare pas les filles et les garçons. Ce baby hand nous a permis aussi de faire entrer les mamans, entre guillemets, parce qu'on s'est servi de cette activité sportive pour dire aux mamans, à un moment donné, sortez de la tribune et puis venez accompagner vos enfants sur le terrain, ce qui leur a donné aussi l'envie d'aller un peu plus loin. Donc on a créé une équipe loisir, donc une équipe loisir où les mamans peuvent venir faire une pratique libre, et on est aussi sur une équipe mixte. On a créé le handball à 4 parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des jeunes garçons âgés de 13 ans, 14 ans, 15 ans qui voulaient pratiquer le handball mais sans faire de compétition,
où là, du coup, on est ouvert sur de la mixité filles-garçons. Et ça fonctionne très bien. Donc on a la chance d'avoir la possibilité pour les jeunes filles de pratiquer que entre filles si elles le souhaitent, mais on a cette possibilité de mixer aussi entre les deux. Et on se rend compte aujourd'hui, en 2024, ce qu'on n'a pas connu il y a 20 ans, c'est-à-dire on a des parents de jeunes issus du quartier de Cocrioville, des femmes qui viennent et qui sortent de la partie handball. C'est-à-dire qu'on a réussi à les faire sortir de chez elles déjà. On a réussi à leur faire faire une activité sportive sans même qu'elles s'en rendent compte. Donc ça, c'est aussi promouvoir au féminin. Ce qu'on fait avec notre équipe première, c'est qu'on accueille beaucoup de jeunes lors des matchs. Au prochain match, c'est 1000 jeunes qui vont venir. Et ces 1000 jeunes, on essaie de créer un lien avec leurs écoles pour que derrière, nos jeunes professionnels puissent aller dans les écoles, échanger avec les enfants, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut aller échanger avec les enfants. On a réussi aussi à créer ce lien-là. On a mis en sorte aussi en place aussi des formations en dehors du temps handball où on fait intervenir des professionnels parce que chacun sa mission. Donc on fait intervenir des professionnels sur la citoyenneté. On a fait intervenir nos jeunes la semaine dernière, moins de 13, sur un centre d'adultes handicapés où ils ont pratiqué le handball avec des personnes en situation de handicap, mais c'est aussi pour leur montrer que on est différents, mais on est capable de pratiquer le même sport. Et après, si je prends mon autre casquette, parce que je suis aussi adjointe au maire au Havre, en charge de l'éducation et de la jeunesse, et donc en charge des 91 écoles au Havre, ce qu'on a mis en place aussi, en tout cas sur notre temps, puisque le temps scolaire est dédié à l'éducation nationale, mais sur le temps ville, c'est-à-dire sur le temps du temps méridien ou sur le temps périscolaire, c'est là où on doit être présent dès le départ, dès le plus jeune âge, pour dire la cour d'école, c'est pas que pour les garçons. On l'a entendu tout à l'heure dans le reportage. En général, les garçons, ils arrivent et puis ils sortent le ballon et ils jouent au foot. Donc c'est comment on repense nos cours de demain pour faire en sorte que chacun y trouve sa place. On a aussi des jeunes filles qui veulent pratiquer le foot dans la cour d'école, mais qui malheureusement n'osent pas parce qu'elles voient que tous les garçons sont attroupés, elles n'osent pas y aller. Donc c'est comment on les accompagne, comment est-ce qu'on encadre la pratique sportive sur notre temps méridien et sur le temps extrascolaire pour que chacun puisse trouver sa place. Madame Saint-Pierre, je crois que vous avez découvert votre sport à l'occasion justement d'une initiation à l'école. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et peut-être aussi vous exprimer sur la question voilà, de la mixité et de l'inclusion? Effectivement, moi j'ai découvert le tennis de table en CP. Lors d'une initiation, un entraîneur était venu nous faire découvrir le tennis de table et j'ai très vite accroché avec la petite balle blanche et du coup j'ai décidé de franchir la porte d'un club. Donc je m'entraînais avec des jeunes de mon âge, majoritairement des garçons parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Et après, on fait des compétitions. Donc, on a des compétitions championnat filles. Et après, il y a des championnats hommes pour lesquels les femmes peuvent jouer. Je ne sais pas pourquoi ils n'appellent pas ça championnat mixte. J'en fais encore actuellement. Et ce qui nous permet d'avoir un peu plus de compétitions, parce qu'il y a beaucoup de compétitions pour les hommes, que ce soit en valide ou en handi, un peu moins pour les filles. Donc, on mélange pour avoir une plus dense compétition. Et par moment, ça arrive que des hommes soient un peu fâchés parce que ils ont perdu une fille et que pour eux, c'est difficile d'admettre qu'une fille peut être plus forte qu'eux. Et peut-être pour poursuivre, en termes de valorisation et de médiatisation, est-ce que là aussi, il n'y a pas un enjeu autour justement de la visibilité alors, de l'handisport et également du sport féminin? Effectivement, il y a un enjeu sur les années à venir parce que quand on regarde les Jeux de Tokyo, par exemple, les Jeux olympiques étaient diffusés toute la journée et même la nuit, alors que les Jeux paralympiques étaient seulement diffusés la nuit. On n'avait pas les épreuves qui étaient retransmises à la télé dans la journée. Donc ça montrait déjà une disparité entre les valides et les handis. Et effectivement, on voit beaucoup plus de sports collectifs, le foot, le rugby, les équipes masculines à la télé, alors que les équipes féminines sont un peu moins retransmises ou alors sont transmises sur des chaînes beaucoup plus petites. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans les années à venir pour apporter un peu plus de visibilité au sport féminin. Madame Madène, vous avez évoqué le fait que le cyclisme était un sport encore assez masculin. Est-ce que ce soit sur la médiatisation ou sur les formes de violence, vous avez un témoignage à nous apporter? Témoignage, je ne sais pas.
Je pense que en cyclisme, il y a beaucoup plus d'écart que dans certains sports. Par exemple, une femme peut courir un marathon de la même distance qu'un homme. Donc, quand on voit le Tour de France masculin, le Tour de France féminin, c'est un tiers de... C'est pas de tout la même distance, c'est pas de tous les mêmes primes. Le sport est devenu professionnel pour les femmes depuis certaines années, mais c'est pas longtemps. Quand j'étais coureur cycliste dans les années 80-90, on n'était pas pro. On avait du travail à côté et on essayait de gagner notre vie avec les primes, avec certains sponsors dans certains clubs. Oui, ils nous aidaient, mais je pense que dans le vélo, il y a encore beaucoup d'écart. Et pourtant, quand on voit Jenny Longo, elle a un palmarès beaucoup plus grand que tous les hommes en France. Et je pense qu'il va falloir beaucoup de temps encore pour que le vélo elle rentre vraiment dans l'égalité homme-femme. Mais nous sommes très, très loin. Même quand on voit les primes entre les courses masculins et féminins, ça n'a rien à voir. Et comme vous disiez, le Tour de France, il passe sur les grandes chaînes toute la journée. Et souvent, la course féminin, c'est 1 heure peut-être par jour. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu du progrès par rapport à le dernier Tour de France féminin, c'était en 89, et il a fallu X années avant que ça revienne sur les scènes, parce que il y a encore des hommes qui n'aiment pas voir des femmes en vélo. Ça existe encore, malheureusement. La relation, enfin, vous avez, certaines d'entre vous, évoqué tout à l'heure la relation avec l'entraîneur et le fait que la pratique sportive à un haut niveau de compétition, en tout cas, peut être difficile et parfois voilà, susciter une forme de violence pour soi. Est-ce que ça existe, voilà, ça existera toujours pour vous, ou est-ce que on doit pouvoir aller au-delà Moi, je veux bien prendre la parole au début pour celle-ci. Par rapport à... je pense qu'il y aura toujours des hommes bien, des femmes bien, des hommes moins bien. On ne va pas dire moins bien, mais moins bienveillants. Parce que je pense que c'est ça. C'est des fois, il y a... Quelqu'un va dire quelque chose, ça va être mal interprété peut-être, mais il y a des personnes qui pensent que pour être un coach sportif, il faut rentrer dans l'art, il faut vraiment attaquer pour piquer, pour que la personne monte en adrénaline pour avancer. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis je pense qu'il y a eu du progrès au niveau approche psychologique. Oui, il y en a eu. Mais je pense que dans certains sports, il y a encore beaucoup de travail à faire. Cyrine, une réaction ? Pour moi, ça peut aller que mieux, car les mentalités changent, elles continueront de changer, en espérant que ça aille du bon sens. Ah oui, on croise les doigts. Et que, je suis sûre, d'ailleurs, c'est même pas une supposition, je suis sûre qu'un jour, les femmes et les hommes seront égaux en droit, socialement, avec le salaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un jour, dans un avenir très proche, je pense, toujours plus proche, un jour, toujours plus proche, les femmes et les hommes seront égaux de droit.
ils le sont, mais entre guillemets. Madame Balué, oui. Moi, j'avais juste un petit mot parce que souvent, justement, les jeunes femmes, elles cherchent à faire comme les hommes. Et je pense que le mot d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas faire comme les hommes. Les femmes doivent faire comme elles ont envie de faire. C'est une importance capitale d'être égaux en droit, mais dans les faits, les femmes, elles ne doivent pas chercher à faire comme les hommes. Elles font ce qu'elles ont envie de faire. Elles pratiquent le sport qu'elles ont envie. Il ne faut leur mettre aucune restriction. Donc ça, c'est important dans l'éducation de nos jeunes filles. Il ne faut pas leur dire qu'il faut faire comme les hommes. Il faut faire ce qu'elles ont envie de faire. Et vous avez rappelé à plusieurs reprises la différence de salaire entre les hommes et les femmes qui est encore aujourd'hui de 20%. Alors j'apprécie et je salue votre optimisme que dans un futur très proche, nous arrivions à une égalité et je le souhaite de tout cœur. Mais surtout, vous les jeunes filles, ne faites pas comme les hommes. Faites ce que vous avez envie de faire. Du sport, si vous avez envie d'en faire. Si vous n'avez pas envie d'en faire, il n'y a pas non plus l'obligation de faire du sport. Ça, c'est important de le souligner aussi, puisqu'à tout prix, parfois, on impose aux jeunes filles de faire du sport. Mais il y a des jeunes filles qui n'ont pas envie de faire du sport. Respectez leurs envies. Offrez-leur la possibilité de le faire si elles ont envie de le faire, mais ne leur imposez rien. Nous sommes des femmes. Nous devons être fiers d'être des femmes. Les meilleures ambassadrices de la cause féminine, ce sont nous. Et moi, je vous invite à être solidaires entre vous. Parce que les hommes, eux, ils sont solidaires entre eux. Ils vont se soutenir. Et donc, vous, les femmes, nous, les femmes, nous devons être solidaires. Donc, ne faisons pas comme les hommes. Faites ce que vous avez envie. Faisons ce que nous avons envie. Je rebondirai en disant que la femme est un être unique et différente de l'homme. Et elle l'est, je l'ai un peu évoqué physiologiquement. Vous avez évoqué, lorsque vous avez pris la parole en début de table ronde, la maternité. La maternité, ça, les hommes, ils ont un bon vouloir. On y est encore un peu loin. Mais sauf que c'est une réalité, et quand on pratique le sport, et qui plus est le sport de haut niveau, c'est un accompagnement nécessaire, tant sur la modification du corps, les modifications hormonales, l'allaitement également. Là, aujourd'hui, sur ces Jeux olympiques et paralympiques, la problématique a été vraiment prise de front. C'est-à-dire que fort des derniers Jeux où il y a eu des témoignages de sportifs de haut niveau enceintes ou allaitant pendant les Jeux, cette fois, il y a différents webinaires justement de formation, et c'est une thématique qui est complètement abordée et questionner sur comment on accompagne aujourd'hui les sportifs de haut niveau dans leur pratique alors qu'elles sont jeunes mamans, qu'elles sont enceintes, qu'elles allaitent. Ce sont des questionnements et aujourd'hui, effectivement, ne pas oublier, c'est pas la femme fait comme l'homme. Non, la femme est un être unique, différent, avec des capacités. Alors d'un point de vue physiologique, effectivement, par contre, vous prendrez des capacités sur du marathon. La femme, non, ne pourra pas aller à la même hauteur et à la même vitesse que l'homme. C'est physiologique, mais au même titre que quelqu'un qui est caucasien versus un Kényan n'a pas les mêmes fibres musculaires. Et génétiquement parlant, les fibres musculaires du Kényan font qu'il sera toujours meilleur que nous. On aura beau vouloir s'entraîner, voilà. Il y a des questions physiologiques. Mais en tout cas, effectivement, c'est vraiment ça. Prendre la femme comme un être à part, un être unique, avec des choses extrêmement fortes. C'est pas pour rien, pardon de rappeler ça, mais qu'ils se sont quand même amusés à mettre enceinte certaines femmes pour les faire avorter, pour utiliser les variations hormonales comme facteur de performance dans les années 80-70. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, ça a été des grands scandales de pseudo-dopage à ces années-là. Donc voilà, donc la femme a énormément de qualités qui lui sont propres, personnelles, et que l'homme ne pourra jamais égaler. Et c'est sur ces éléments-là que l'on se doit de continuer de travailler pour les valoriser et les accompagner et les utiliser dans tout leur potentiel. Une dernière réaction ou position? Sinon, je pense que l'essentiel a été dit. Osez être vous-même, faire ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez. Je pense que le message est bien passé. Merci à vous.